Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur ce webinaire Comment accompagner le parcours résidentiel des seniors que Raphaël Bonnet va avoir le plaisir d'animer. Je suis Pierre Perrin, donc responsable de la communauté Territoire intelligent et durable chez Cap Digital, et je vais me permettre de prendre la parole quelques petites minutes pour vous introduire donc le webinaire, le contexte et les quelques personnes qui sont autour de la table. Ce webinaire prend, on va dire, forme dans le cadre du programme Construire au futur, habiter le futur, que Stéphane Fournier dirige, et dans lequel Cap Digital a un rôle bien particulier puisqu'il anime le comité innovation, qui vise quelque part à proposer un certain nombre d'actions aux membres de Construire le futur, habiter le futur, et dans le cadre de ce webinaire, donc un petit peu au-delà, sur les enjeux d'innovation, sur la thématique de l'habitat, du logement, de la construction, bref, un grand nombre de nos enjeux urbains. Le webinaire d'aujourd'hui donc porte sur le parcours résidentiel des seniors et vient surtout souligner la sortie d'une superbe note de tendance coordonnée par Raphaël Bonnet et dont un grand nombre de nos intervenants du jour ont contribué, qui s'intitule exactement de la même manière. Évidemment, on vous poussera le lien pour le télécharger au cours du webinaire. L'idée aujourd'hui, c'est évidemment d'aller un petit peu plus en profondeur, d'illustrer cette thématique, cette problématique pendant 1 heure de temps. On se donne environ jusqu'à 11h, pardon, sur midi, parce qu'il est déjà 11h05. Voilà, Stéphane, est-ce que tu souhaites un petit mot de nous dire un petit mot avant de donner la parole à Raphaël qui animera les tables rondes. Oui, je veux bien. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui sur ce webinaire lié à la note de tendance. Construire au futur, habiter le futur est une association qui est née d'une candidature lauréate de la région Île-de-France à un pays à 3 territoires d'innovation. Sa mission est non seulement de gérer le programme Construire au futur, habiter le futur, mais également de créer du lien, de faire savoir, de faire connaître l'ensemble des enjeux se rapportant à l'aménagement et à la construction durable, avec la prise en compte des enjeux sociaux et sociétaux, et de l'ensemble des paramètres. Elle s'appuie notamment sur l'expertise de Cap Digital, sur l'animation des communautés liées à l'innovation et à la ville durable. Et nous sommes très fiers du travail de coordination et d'écriture réalisé par Raphaël Bonnet de Solia Île-de-France dans le cadre de cette note de tendance, première d'une série de notes de tendance à apparaître dans les mois à venir. Raphaël, je te donne la parole. Parfait, merci beaucoup. Raphaël, pour resituer... Pardon, oui. je fais juste une dernière petite incise pour expliquer très rapidement et ensuite je me tais pour l'entièreté de ce webinaire. Vous pouvez bien sûr utiliser le chat qui se situe en bas à droite de votre écran pour envoyer des messages. Si vous souhaitez poser des questions, s'il vous plaît, utilisez l'onglet questions qui se situe juste à gauche de l'onglet chat. Ce sera beaucoup plus simple pour nous pour traiter les questions au fur et à mesure. Je vous remercie et Raphaël, je te laisse la parole. Désolé. Y a pas de souci. Bon, au-delà de la note, pour expliquer un petit peu le contexte de la réflexion, à Soulia, on est notamment opérateur habitat de l'ANA et de la CARSAT, et donc on est fortement touché par les réformes de MaPrimeAdapt, qui est le principal dispositif de financement à l'adaptation qui va être déployé à partir de 2024. Et pour nous, c'était un petit peu un moment charnière, parce que on accompagne les personnes âgées dans le maintien à domicile depuis assez longtemps. Et donc, le but, c'était justement aussi de voir comment est-ce qu'on élargissait nos perspectives et comment est-ce qu'on rentrait notamment en contact avec d'autres professionnels du secteur pour élargir la façon qu'on a de réfléchir. Donc, pour nous, et la note reprend ces enjeux, le but, c'était de réfléchir les parcours résidentiels des personnes âgées qui ne touchent pas exclusivement le maintien dans l'habitat et qui ne touchent pas exclusivement l'adaptation, mais c'était de voir les liens, les différentes problématiques qu'il pouvait y avoir. Donc, pour le structurer, avant de laisser tout un chacun se présenter, le but, c'était notamment d'aborder des problématiques liées aux services au sein du domicile, des problématiques liées à ce qu'on appelle l'habitat inclusif, intergénérationnel,
ou plus globalement, même si Tiffaine me reprendra peut-être, l'habitat intermédiaire, en tout cas certains l'appellent comme ça, et logiquement aussi, au-delà du parc privé, de comprendre quelles étaient les stratégies mises en place par les bailleurs sociaux, on va dire en reflet de ce que Solia fait notamment pour l'adaptation du parc privé. Donc, je vais peut-être vous laisser vous présenter pour éviter que ça soit cafouilleux. Moi, je vais commencer par demander à Anne Nissol, du coup, de se présenter, de présenter un petit peu sa structure. Et après, je vais dérouler les autres intervenants. Bonjour, donc Anne Nissol, je suis directrice de l'association Solia Seine-et-Marne. Donc, il y a des associations Solia sur l'ensemble du territoire. Dans chaque département, on peut trouver son Solia. On est là on est service social d'intérêt général et on accompagne les personnes dans leur projet d'accès et de maintien dans leur logement. Donc, les personnes âgées, les seniors, sont un de nos publics cibles depuis l'origine de notre existence. On leur permet de mettre à niveau le confort de leur logement et tout particulièrement sur le volet adaptation et accessibilité, que ce soit travaux ou prévention. Alors bon, Anne est modeste aussi, mais par ailleurs, on a considéré que c'était important d'inviter Solia 77 parce que c'est une structure, et on y reviendra, qui est assez innovante dans la façon de traiter les problématiques du maintien dans l'habitat. Je propose aussi à Christian Schoen de se présenter. Christian, il vous faut activer le micro. Pardon, je n'appuyais pas sur le bon bouton. Bonjour à toutes et à tous. Je suis le docteur Christian Schoen. Pour faire aussi court que ma collègue, je suis le porteur d'un projet au niveau national et départemental qui est sur la question du bien vieillir à domicile, avec une plateforme qui apporte des informations et des conseils aux proches aidants et donc aux personnes aidées pour le bien vieillir à domicile. Donc Marion Lacan et Laurie Emelin de Simone. Allez, vas-y. Vas-y, Marion. Alors, je suis Marion, cofondatrice de Simone. Avec Laurie, nous accompagnons les personnes âgées dans leur projet de mobilité résidentielle autour de 2 axes majeurs que sont l'accompagnement, donc très concret, logistique, opérationnel d'un côté et émotionnel, puisque le déménagement est un vrai bouleversement. Et on travaille aujourd'hui avec différents acteurs, mais notamment des bailleurs sociaux, où on accompagne les locataires âgés dans les projets donc de mobilité qui peuvent être liés à de la réhabilitation ou simplement dans des propositions d'un logement plus adapté à leurs besoins. Alors, Tiffaine Vanlemans de La File. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, Tiffaine Vanlemans, déléguée régionale de l'association francilienne pour favoriser l'insertion par le logement. La File est une association qui rassemble des bailleurs sociaux et des associations gestionnaires d'hébergement ou logement accompagnés pour favoriser le montage d'opérations et les parcours résidentiels des personnes en difficulté au regard du logement. Et bon, même si je comprends l'esprit de synthèse, La File, avec qui on travaille dans pas mal de contextes, en tout cas du côté de Solia Île-de-France, mais a aussi travaillé sur une étude sur l'habitat inclusif et les résidences intergénérationnelles que je recommande à tout le monde pour comprendre les enjeux et pour comprendre les enjeux notamment en Île-de-France. Parce que comme vous êtes dans le webinaire, on parle d'Île-de-France, mais on a aussi pas mal d'éléments qui sont malheureusement nationaux, puisqu'on n'a pas forcément les données de l'adresse qui sont aussi précises au niveau francilien. Et il se trouve que le travail de La File permet d'éclairer aussi des enjeux locaux. Stéphanie Béranger, d'Arcade. Oui, bonjour à tous. Donc, je travaille pour Groupe Arcade Vive à la direction de la promotion et je travaille sur le développement de projets de tout type d'habitat et en particulier l'habitat senior qui aujourd'hui pose quand même quelques questions sur le montage des opérations qui n'est pas forcément simple en production neuve. Et puis, je peux aussi répondre pour notre bailleur Antin Résidence qui est présent sur l'Île-de-France et qui gère aujourd'hui du patrimoine senior avec mobilité résidentielle à mettre en place et puis maintien à domicile aussi. Donc, comment on apporte des solutions aux personnes du parc social qui sont des personnes, disons, fragiles. Voilà.
Alors, je voulais également souligner, pour celles et ceux qui avaient vu d'autres participants, on comptait également sur la présentation de IDF Smart Service et de Est Ensemble Habitat, qui ne seront malheureusement pas disponibles pour le webinaire. Mais bon, je pense qu'on sera tous à même de compenser leur absence malgré tout. Mais je vous invite quand même à consulter le travail qu'ils proposent, étant donné que c'est deux offres de services et des réflexions qui sont quand même intéressantes. Pour rebondir un petit peu sur la façon de le réfléchir, là, vous avez vu quand même une palette assez diverse d'acteurs avec des positionnements différents. Donc, en tout cas, tel qu'on l'appréhendait, c'était d'un côté de réfléchir sur le maintien à domicile. Donc, c'est pour ça qu'on a convié Solia 77, Arcade, qui compensera aussi l'absence du coup de Est Ensemble Habitat pour les enjeux d'adaptation du parc social. De réfléchir du coup les services à domicile. Donc, il y avait Île-de-France Smart Service qui proposait à la base une réflexion sur les acteurs de proximité, les services qui sont déployés en Île-de-France pour accompagner les seniors. Simone, du coup, pour l'accompagnement au relogement, et Monsieur Schoen qui, comme il vous l'a dit, s'occupait plutôt de l'accompagnement et la sensibilisation, on va dire, des aidants familiaux. Donc, il n'y a pas, puisqu'on n'a pas particulièrement de contact avec des services d'aide au domicile, ce qui aurait pu être pertinent. Mais en tout cas, on pense quand même que c'est une palette intéressante pour traiter le service à domicile. Et enfin, on va dire troisième étage de la fusée, lorsque le maintien à domicile n'est pas envisagé pour des raisons de dépendance ou pour des raisons de volonté personnelle, tout simplement, de l'habitat intermédiaire. L'enjeu n'est logiquement pas, comme vous pouvez le constater, de réfléchir les EHPAD ou la perte d'autonomie qui implique l'intégration dans des institutions médico-sociales adaptées à la perte d'autonomie, mais vraiment de réfléchir à cette palette que sont les personnes âgées qui sont encore en situation d'autonomie, donc pour les initiés qui sont GIR 6 et 5. La façon de l'appréhender était relativement simple pour donner une certaine souplesse à tout un chacun. On traite trois problématiques. Les enjeux de chaque secteur, donc on n'échappera pas à un peu de silo et un peu de sectoriel et chacun qui explique ses enjeux, puisque bon, l'expertise, c'est tout un chacun qui l'a. Les difficultés qui existent aujourd'hui, les obstacles auxquels on fait face par rapport à des problématiques qui vont aller in crescendo dans le futur, avec un vieillissement généralisé de la population qui affectera notamment l'Île-de-France. Et après, dans un troisième temps, pour être quand même un peu optimiste, de réfléchir à des propositions concrètes pour consolider nos savoir-faire, voire des expérimentations qui sont d'ores et déjà portées et qu'on aimerait pérenniser parce qu'on pense que ça va dans le sens d'un meilleur accompagnement des personnes âgées. Donc, sans plus attendre, je vais commencer par vous poser des questions. Et on va commencer donc logiquement pour la question du maintien à domicile. Donc, un chiffre pour remettre un petit peu en contexte. Il n'est pas francilien, mais les différentes études qui sont faites régulièrement montrent que 85% des personnes âgées, bon, en fait des Français, souhaitent vieillir à domicile, ce qui pose un certain nombre de questions. Donc, pour Solia 77, à Nisol, je voulais notamment commencer par vous demander pourquoi est-ce qu'on veut vieillir à domicile, pourquoi est-ce qu'il faut adapter son logement pour vieillir à domicile, et en quoi, au bout du compte, consiste l'adaptation d'un logement qui fait notamment intervenir l'expertise d'un ou d'une ergothérapeute. Alors, pourquoi on veut vieillir à domicile? En général, hein, pourquoi? Parce que c'est son chez-soi, on y a ses habitudes de vie et c'est aussi le moyen de ne pas créer d'avoir une continuité de vie sans rupture. C'est aussi souvent parce que on s'y sent libre d'y faire ce que l'on veut, on s'y sent plus indépendant, sans encadrement, comme ça peut être le cas dans des structures d'hébergement ou les EHPAD, par exemple, où il y a des règles de vie qui ne conviennent pas forcément à tous ou qui peuvent par principe être un problème pour certains. Donc on a un sentiment de plus grande autonomie en étant chez soi. On s'y sent en sécurité et parce qu'on y est rattaché à son passé, à son cadre de vie en général. On y éprouve aussi un confort qui s'est construit au fil des années dans un logement qu'on a aménagé selon son goût, selon ses moyens, et on y a des références à son passé, aux enfants, enfin aux événements que l'on y a vécu. Et aussi, on s'y sent en sécurité et en capacité de prendre, parce qu'on se considère sans danger chez soi, puisqu'on a l'habitude d'y être et on ne voit pas les dangers qui peuvent être face à nous et qui nous pourraient être
gênants, je vais dire. Voilà, globalement. Alors après, il peut y avoir bien sûr quantité d'autres cas particuliers pour motiver ce désir de rester chez soi. Puis pour certains aussi, ça peut être une question financière. Alors après, pourquoi faut-il adapter son logement pour vieillir à domicile? Ben, l'objectif, c'est d'y être le plus autonome possible, le plus longtemps possible. Donc, il faut prévenir les difficultés, les incapacités et les risques dans son logement du fait de la baisse des capacités fonctionnelles de la personne et donc compenser les difficultés et ses incapacités. Alors, en quoi consiste l'adaptation? Alors, au départ, il y a la nécessité de bien identifier les difficultés actuelles et à venir de la personne dans son logement. Donc, quand je parle de capacité, c'est souvent de capacité fonctionnelle, même s'il peut y avoir aussi des questions de capacité cognitive, mais qui ont forcément un impact sur la capacité fonctionnelle. Donc, le professionnel qui a la compétence justement pour bien identifier ces difficultés ou pas de la personne, sachant que même si elle n'en a pas, de toute façon, l'ensemble des capacités fonctionnelles diminue de par l'âge. Donc, de fait, chacun aura des difficultés plus ou moins grandes dans son logement. Donc, c'est l'ergothérapeute. Donc, l'ergothérapeute, c'est un médico-social, un métier du médico-social, donc qui va identifier les difficultés fonctionnelles actuelles de la personne. Est-ce qu'elle a des problèmes à la marche, des problèmes avec les différents membres, les bras, attraper des problèmes d'équilibre, et donc trouver des solutions pour compenser ces difficultés dans le logement. Alors, ces difficultés, elles peuvent être compensées par des travaux, remplacer des toilettes, remplacer sa baignoire par une douche, mettre des volets électriques par exemple, élargir les portes s'il y a un risque d'être en fauteuil roulant, mais ça peut être aussi des aides techniques, c'est-à-dire des objets qui vont faciliter la vie. Ça peut être des barres d'appui, des petits éléments du quotidien pour la toilette, pour la cuisine, je sais pas moi, pour ouvrir les bocaux, pour se sécuriser, quantité d'éléments. Voilà, donc les aménagements du logement, ils vont permettre donc de limiter les dangers. Aussi la prévention des chutes qui peut passer par enlever les tapis, faire attention que des câbles au sol ne génèrent des chutes, vérifier que la lumière est suffisante, notamment dans les endroits stratégiques du logement et en particulier la nuit quand la personne âgée se lève pour aller aux toilettes. Ça peut être de l'éclairage qui se fait suite au mouvement. Et l'objectif, c'est de faciliter, permettre et sécuriser donc les gestes de la vie quotidienne. On peut réaménager les placards pour que, par exemple, dans les cuisines, les éléments de vaisselle soient à portée de main et qu'il n'y ait pas besoin de monter sur un escabeau pour attraper les éléments placés trop haut, ou au contraire les remonter pour pas se pencher et avoir des pertes d'équilibre. Voilà. Mais donc, ça peut aussi être donc des travaux, comme je disais tout à l'heure, salle de bain, WC. Et je pense qu'il y a une notion à ne pas oublier, c'est de ne pas confondre l'accessibilité avec l'adaptation du logement. En fait, l'accessibilité, on la reconnaît à des normes qui ont été mises en place dans le cadre de la loi de 2005, qui vont dire, en particulier dans les espaces publics et les espaces qui sont communs. On va avoir des rampes d'accès avec des pourcentages à ne pas dépasser. Sur du logement qui est produit, on va avoir des largeurs de porte, des largeurs de circulation, par exemple. Donc ça, c'est ce qui est censé répondre aux besoins de tout un chacun, personne âgée, quand on circule, personne en situation de handicap, personne avec une valise, avec des poussettes, enfin toutes ces choses-là. Quand on va faire de l'adaptation, on ne va pas s'occuper des normes, on va faire pour la personne que l'on considère. Donc, si elle fait 1m50 ou si elle fait 1m80, on va pas passer les barres d'appui à la même hauteur. Selon ses difficultés, on va les poser à différents endroits. Dans une douche, on va positionner le fauteuil de douche d'un côté ou de l'autre selon ses difficultés fonctionnelles à droite ou à gauche. Voilà. Donc, l'adaptation, ça ne fait pas partie des normes. C'est vraiment adapté à la personne et on va mettre ces équipements selon les difficultés identifiées par l'ergothérapeute
par la personne. Donc, pour lui permettre de faire bien ses gestes et pour prévenir des risques. Voilà. Ok, bah, ça nous permettra de rebondir aussi du coup sur la question du parc social. Madame Béranger, de mon côté, c'était un petit peu de savoir du côté des bailleurs, comment est-ce que vous faites pour adapter les besoins d'adaptation du parc, en sachant notamment que quand on parle de vieillissement et qu'on le renvoie au parc, il y a des études de l'Institut Paris Région qui sont intéressantes. Les principaux concernés, ça reste les propriétaires occupants qui ont investi dans des T4 notamment, mais le parc social est quand même assez concerné dans la mesure où on a 24% des ménages du parc social en France, dont référents à plus de 65 ans. Donc moi, c'était un petit peu savoir de votre côté comment est-ce que vous anticipez les besoins et après aussi quelles sont les aides que vous mobilisez, l'expertise que vous mobilisez, notamment par rapport à ce que dit Anne Nissol de la différence entre accessibilité et adaptation. Oui, effectivement, accessibilité, adaptation, c'est pas du tout la même chose. On a l'obligation de des logements accessibles, mais pas tous. Et donc, bien évidemment, le parc aujourd'hui n'est pas adapté finalement aux problématiques de santé que les personnes peuvent rencontrer quand ils arrivent à un certain âge. Alors, on va dire que c'est vrai qu'on a un parc, il y a beaucoup de personnes de plus de 65 ans, mais on va dire que les difficultés, ça arrive plus après 75 ans et notamment après des chutes. Hein, et c'est en fait ça le signal d'alarme, qui est un petit incident finalement pour la personne âgée, parce qu'il faut que l'information elle remonte au bailleur, sans quoi on peut pas en fait prendre de disposition. Donc déjà, c'est faire circuler l'information. Que ça soit par les gardiens des parcs sociaux, ou éventuellement ça peut être les aidants aussi, hein, qui ont peut-être leur mot à dire ou faire remonter des informations aux bailleurs. Donc je pense qu'il y a peut-être un sujet de communication à mettre en place. Et nous, aujourd'hui, on va dire sur des programmes qui sont en réhabilitation, il va y avoir tout un suivi effectivement pour justement s'occuper de la mobilité résidentielle des personnes qui sont toutes seules dans des grands logements ou éventuellement des logements pas adaptés à leur handicap. Donc ça, on va le faire dans le cadre des réhabilitations de patrimoine. Ça se fait maintenant un peu systématiquement. Et pour les autres qui sont pas en réhabilitation, c'est plus compliqué. Il faut vraiment que les informations soient remontées par les occupants. On a aujourd'hui des choses qui se mettent en place petit à petit. Donc notre bailleur en résidence a fait par exemple des journées portes ouvertes sur de la prévention de chute ou pour indiquer qu'on peut éventuellement travailler avec un ergothérapeute pour justement modifier le logement et à l'adapter à des potentielles chutes. Donc ça, on le fait. Alors il y a plein d'initiatives. Moi, je pense qu'il faut toutes les pousser. Elles sont toutes vraiment importantes. Et puis nous, on a un autre sujet sur les personnes âgées, c'est aussi comment rompre l'isolement, parce que finalement, vous avez une personne qui est dans un logement et qui parfois ne sort pas. Et donc, en logement en construction neuve, en tout cas, on met pas mal de choses en place. Bon, là, il y a l'habitat inclusif qui permet aujourd'hui quand même de proposer des réponses qui sont avec des petites structures, mais bien accompagnées, parce que je pense que, le lien dans tout ça pour le senior, finalement, c'est l'accompagnement social qu'on va mettre en place, et que ça soit sur le parc des bailleurs sociaux ou sur les autres parc, c'est quel est l'accompagnement social. Et aujourd'hui, le bailleur mobilise en interne des ressources, mais peut-être que ça peut être fait autrement. Peut-être que ça serait plus intéressant de creuser ces pistes-là, quoi. Bon, c'est parfait. Vous m'auriez même fait une transition toute naturelle vers l'habitat inclusif, si ce n'est qu'avant, on allait discuter quand même la question des services à domicile. Donc avec Monsieur Schoen de Terra Firma et avec Simone. Sachant que quand on parle d'adaptation, ça c'est le premier enjeu, d'intervenir sur le bâti, sur l'environnement physique de la personne, et pas effectivement seulement sur des questions d'accessibilité, vraiment faire du travail sur mesure, comme vous l'expliquiez, mais qu'il y a aussi bien évidemment la question de l'accompagnement, on va dire, dans les activités du quotidien, parce que l'autonomie, c'est au bout du compte une capacité à réaliser, mais qui doit être distinguée de l'indépendance. Donc l'autonomie, ça veut dire qu'on peut travailler avec une tierce personne et même que c'est assez souvent nécessaire pour garantir le maintien à domicile. Donc, si on reste du côté du maintien à domicile et de la transition qui est faite entre les deux,
Moi, je voudrais juste rappeler 2 chiffres. Donc, l'adresse qui s'occupe des évaluations, tout simplement dans le secteur sanitaire et social, estime déjà que d'ici 2060, on va avoir un gain de 1,4% de personnes dépendantes éligibles à l'aide pour l'autonomie d'ici à 2060. Donc, ça fait quand même un certain gain. Et aujourd'hui, et je pense que la plupart des personnes qui sont là le savent, mais en France, on a déjà 11 millions d'aidants, de proches aidants. Donc, c'est quand même un chiffre très conséquent qui amène à réfléchir aussi les évolutions sur le futur. Donc, moi, à Terra Firma et Simone, les premières questions que j'aimerais bien vous poser, ça serait quels sont les services qui sont nécessaires. Service, ça fait peut-être un peu trop professionnel, mais au bout du compte, oui, de quoi a besoin une personne âgée pour rester à domicile, notamment dans cette phase charnière où elle n'est pas forcément dépendante, mais où il y a quand même un accompagnement qui devient nécessaire. Comment s'articulent les danses professionnelles et les danses familiales aujourd'hui, et à quel moment aussi est-ce qu'il faut s'interroger en fait sur les différentes options qui sont possibles pour la personne aidée lorsqu'on sent au bout du compte que la perte d'autonomie est entérinée et qu'il faut malheureusement déménager. Qui souhaite? Je vais peut-être commencer alors. Je pense que dans un premier temps, ce qu'il est nécessaire de faire, c'est d'offrir du choix en sensibilisant en fait de manière anticipée. En fait, aujourd'hui, je trouve personnellement qu'on oppose pas mal le vieillir à domicile avec la mobilité. Or, je trouve que c'est tout à fait complémentaire et que vieillir chez soi, c'est pas forcément dans son habitat historique, mais ça peut être dans un nouvel habitat. Et donc, je pense que le service numéro 1, ça serait surtout un service de sensibilisation et d'offrir un maximum d'informations de manière à ce que les personnes puissent avoir le choix à des moments déterminants en fait de leur vie et qui finissent pas par être contraints en fait de faire un choix qui va à l'encontre de leurs besoins, de leurs envies et pour le coup qui favoriserait, comme le disait Anne tout à l'heure, en fait une situation de rupture. Et c'est ce qu'il faut éviter. Et en fait, la continuité de vie pour justement éviter cette situation de rupture, c'est d'offrir le choix et de pas finir contraint. On voit vraiment dans les personnes qu'on accompagne, l'anticipation, elle est vraiment hyper importante dans la suite du projet éventuel de mobilité résidentielle. Et c'est pour ça qu'on, de plus en plus, on signale aussi aux établissements, aux mairies qu'il faut faire des ateliers de sensibilisation, d'information. Il y a énormément d'options de choix qui s'offrent aux personnes, mais il y a un gros manque aujourd'hui d'information. Parce que justement, il y en a beaucoup, on ne sait pas forcément où les trouver. Et souvent, attendre trop fait que la personne va rester finalement dans un domicile qui n'est plus adapté. Et ce qu'on dit souvent, c'est que le bien vieillir, le bien habité en fait pleinement partie. Et bien habité, être dans un logement qui est adapté, dans lequel on se sent bien, ça favorise le maintien en bonne forme et en autonomie chez soi. Donc vraiment, l'anticipation est clé dans ces types de projets. Et même quand on se dit qu'on n'est pas encore concerné, que c'est trop tôt, rien n'empêche de se renseigner, d'aller chercher l'info, de peut-être visiter, parce que ce sont des processus émotionnellement de décision qui sont très longs. Et pour s'approprier correctement ces changements, il faut faire tout un cheminement psychologique et émotionnel. Et donc ça demande d'anticiper. Vous voulez que je complète? Donc, en dehors d'être médecin généraliste, j'ai été le coordonnateur d'un projet européen sur la question du bien vieillir à domicile. Et là, ce que nous développons, c'est donc une aide pédagogique. L'idée, c'est que pour favoriser le bien vieillir, il faut aussi prendre en compte, si vous voulez, l'entourage, et notamment l'entourage familial, qui est le plus souvent le proche aidant. Donc, ce que nous avons fait en travaillant en Living Lab, c'est d'identifier, si vous voulez, les problématiques auxquelles sont confrontés les proches aidants et ou les personnes aidées, et au travers d'une aide pédagogique ou un jeu pédagogique, de sensibiliser, parce que je crois que les mots ont été prononcés, sensibiliser, informer, participer, enfin beaucoup de choses sont importantes. Donc d'amener, si vous voulez, le proche aidant, d'abord faire prendre conscience à la personne aidée qu'il y a des problèmes. Je crois que c'est Madame Nissol qui évoquait, on a travaillé avec les pompiers de Paris, aller comprendre pourquoi tant de personnes âgées gardent, surtout quand elles sont seules, leurs tapis ou certains meubles qui sont à fort risque.
Donc il faut prendre en compte qu'il y a en effet une vie, il y a un historique. Et donc c'est ce que nous avons essayé de faire au travers de ce jeu, et donc d'apporter des réponses de façon à ce que les gens sachent, parce qu'après nous créons des liens, qu'ils sachent où aller pour en savoir plus. Il a été évoqué, voilà, c'est quoi l'APA, je comprends pas l'APA, est-ce que la personne dont je m'occupe est éligible, et donc à ce moment-là, à qui dois-je m'adresser? Et même chose qui a été évoquée avec les autres participants. Et pour entrer plus concrètement de vous, ce que vous observez, ce qui est détaillé dans le verbatim, c'est quel type de conseils, quel type de services vers lesquels vous allez orienter, sachant qu'on avait, comme je disais, IDF Smart Service qui fait aussi une grille de détail des professionnels, mais donc du coup qui ne seront pas non plus là pour les détailler. Je pensais que dans votre cas, depuis la perspective de l'orientation des aidants, ça pouvait être pertinent de savoir. Alors, on est parti en effet via des réunions en Living Lab, donc avec beaucoup de gens, avec ou à cause de la Covid. Je vais prendre 2 exemples. Voilà, il s'agit, enfin vous le voyez, je pense, je n'ai plus 20 ans, mais j'ai la chance d'avoir une mère qui est âgée. Un jour que je vais l'accompagner pour l'aider dans son alimentation, elle s'arrête de manger alors que je lui ai servi le plat qu'elle adore. Donc l'idée, si vous voulez, de verbatim, c'est d'amener à ce moment-là les 2 interlocuteurs à comprendre, si vous voulez, qu'est-ce qui peut se passer derrière. Je ne vais pas tout développer, si vous voulez, mais voilà, il peut y avoir des problèmes de goût, la personne peut avoir des problèmes dentaires, enfin, il y a de nombreuses questions qui peuvent arriver sur le fait. Et avant de parler de dénutrition et de problèmes vraiment médicaux, okay, c'est déjà de sensibiliser. Ou autre chose, pour revenir, parce que je crois que ça a été évoqué, quand une personne âgée, vivant seule à domicile, est tombée de son lit 1 fois, 2 fois, et qu'il y a un risque, si vous voulez, la majeure de fracture du col, d'hospitalisation, voire pire, c'est non seulement de savoir quelle est la solution, vous avez évoqué les ergothérapeutes, donc il y a la solution qui va être l'aide technique. Nous, on a travaillé sur, je pense que je pourrais vous faire réagir, vous répondrez à 100% comme moi, est-ce que vous accepteriez demain devoir utiliser une aide technique, et notamment un déambulateur, pour aller faire vos courses en face de chez vous? Parce que tous les gens qu'on a interrogés vous disent, il y a marqué sur mon front maintenant que je suis vieux et handicapé. Donc il y a aboutir à une acceptation, si vous voulez, de l'usage d'un certain nombre de solutions par la personne âgée et le proche aidant. Voilà ce que verbatim essaye de faire. Et aussi avec des mots, je terminerai sur un mot humoristique. Si je dis à ma mère que c'est une vieille incontinente et qu'elle doit mettre ses couches, voilà, vous avez tous souri, je doute que ma mère apprécie que je lui dise qu'elle est vieille. Elle ne va pas beaucoup aimer que je dise incontinente, et encore moins qu'elle doit mettre des couches. Elle dit ça c'est pour les bébés, je ne suis plus un bébé, mais vous voyez la démarche que l'on a, c'est quel est le mot que vous devez utiliser, parce que même dans des publicités faites pour les personnes âgées, vous allez garder la notion de couche et non pas de protection ou d'autres choses par rapport à ça. Raphaël, je me permets juste d'intervenir de la part de Stéphanie Rodriguez qui n'a pas pu être présente sur le service que tu exposais de Île-de-France Smart Service parce que l'association Construire au futur est proche des activités de la région et notamment également partenaire sur Île-de-France Smart Service en montant un service dédié. La région Île-de-France dans le cadre de ses activités et est en charge du développement économique. C'est une de ses fonctions qui est régalienne qui lui est donnée, et c'est dans ce cadre-là que la région monte un certain nombre de services différents liés à une amélioration des services aux citoyens. Et dans le cadre de ces activités Île-de-France Smart Service, aujourd'hui, il en existe une 50aine de typologies de services aux citoyens. La région vient de lancer un service Mieux Vivre en Île-de-France, dont la vocation est non pas d'apporter un service direct aux citoyens, ce qui n'est pas dans les fonctions de la région, mais c'est associé avec Silver Valley pour réfléchir
référencer l'ensemble des opérateurs économiques liés à l'accompagnement au bien vieillir et au mieux vieillir, et référence et offre des services à la fois aux professionnels de référencement de proximité, de professionnels liés au vieillissement, offre cette possibilité d'aller chercher vraiment en proximité des opérateurs référencés et des opérateurs de confiance pour les mettre à la disposition soit du citoyen, soit des professionnels pour avoir une meilleure visibilité des capacités et de l'accompagnement, mais c'est vraiment un service lié au référencement d'opérateurs publics ou privés et de mise à disposition et un référentiel de contact. C'est bien noté et on y reviendra par la suite puisque je pense qu'on peut passer à l'habitat intermédiaire, mais effectivement la question par ailleurs de la place du numérique et de l'aller vers dans cette démarche de sensibilisation qu'on évoque. Pour continuer du coup sur les situations au bout du compte où le maintien à domicile n'est pas souhaité ni voulu, je voulais commencer à parler justement de ce que moi j'appelle habitat intermédiaire, mais qu'on évoquera plutôt dans le reste de la conférence comme étant de l'habitat inclusif et des résidences intergénérationnelles, sous toute sa diversité, comme on y reviendra, avec notamment un chiffre, une enquête de l'APF France Handicap et aussi portée par l'UNAF, donc c'est une étude portée par les deux entités, qui explique que lorsqu'on sollicite les aidants familiaux, c'est une enquête de 2022, il y avait 57% des aidants familiaux qui étaient favorables à un accompagnement de la personne aidée vers ces structures qui, comme Tiffaine et Stéphanie pourront l'évoquer, se trouvent à la lisière entre le maintien à domicile et, on va dire, des établissements médico-sociaux plus classiques où on a justement un accompagnement médical. Donc, moi, la question que j'allais vous poser plus concrètement, c'était en quoi est-ce que ça consiste, cet habitat intermédiaire, inclusif, intergénérationnel, histoire qu'on s'y retrouve justement un petit peu. Et aussi, en quelle mesure, au bout du compte, est-ce qu'on a cette volonté, ce 57% d'aidants, et pas seulement du côté des aidants, en quoi est-ce que ça représente une offre pertinente aujourd'hui? Je peux commencer si vous voulez. Par rapport à ta question, Raphaël, effectivement, comme tu l'as introduit tout à l'heure, la FIL a fait une étude sur les résidences intergénérationnelles et l'habitat inclusif en Île-de-France. C'est une étude qu'on vient de finaliser et qui n'est pas encore mise en ligne sur notre site internet, mais qu'on pourra vous faire suivre dès qu'on l'aura mise en ligne. Et donc, cette offre d'habitat inclusif et de résidence intergénérationnelle, c'est bien une offre distincte de l'offre d'hébergement médico-social. C'est une offre en fait de logement ordinaire, mais qui permet à des personnes en situation de handicap et ou des personnes âgées en perte d'autonomie d'avoir accès à une vie collective au sein de leur logement via des espaces communs, une salle commune, par exemple un jardin. Et donc ça leur permet d'avoir accès à une vie sociale partagée qui est aussi un vecteur pour lutter contre la perte d'autonomie. Donc c'est des solutions, l'habitat inclusif, les résidences intergénérationnelles qui sont développées pas uniquement au sein du parc social, mais le constat que nous on fait à l'échelle de l'Île-de-France, c'est que c'est de plus en plus de bailleurs sociaux aux côtés d'associations qui s'emparent de ce type de projet, qui répondent à des projets en fait, à des appels à projets des départements qui financent notamment l'habitat inclusif et pour du coup développer ce type de solution. Tout à l'heure, tu parlais de la définition. C'est vrai que l'habitat inclusif, les résidences intergénérationnelles, c'est des initiatives qui sont encore émergentes. L'habitat inclusif dispose d'un cadre réglementaire et du coup de financement aussi qui vont avec pour l'animation de la vie sociale et partagée. C'est pas le cas pour les résidences intergénérationnelles. On en parlera plus tard, ce qui fait que leur modèle économique est un petit peu plus fragile. Peut-être pour bien insister, c'est des solutions qui s'adressent pour des personnes qui n'ont pas de besoin, qui sont pas dans une situation de perte d'autonomie trop importante. Donc, c'est des solutions qui permettent de répondre à la problématique du vieillissement et de l'inclusion en Île-de-France, mais qui ne sont pas des solutions médicalisées. Et en termes d'accompagnement, c'est pas un accompagnement social, c'est plus vraiment un accès à une vie sociale partagée, à des activités qui vont être proposées notamment par des coordonnateurs de la vie sociale et partagée. Et ces coordonnateurs peuvent aussi orienter les personnes
vers les services de droit commun pour tout ce qui est accompagnement social ou accompagnement médical. Donc voilà pour une présentation succincte et je laisse la parole à l'autre intervenante. Alors oui, nous dans le parc social finalement, parce que l'habitat intermédiaire, ce que vous appelez habitat intermédiaire, c'est l'habitat finalement social autre que médico-social. Donc au sein du groupe Arcade, on développe vraiment tout type de produits. On va donc jusqu'à l'EHPAD aussi, puisque on a en interne des gestionnaires, on travaille aussi avec la Croix-Rouge française. On a une structure qui s'appelle Croix-Rouge Habitat et donc qui porte des EHPAD, des résidences autonomie qui sont aussi en médico-social, et tous les produits du médico-social. Mais ça, c'est vrai qu'il y a une réponse particulière. Et aujourd'hui, dans l'habitat finalement de tout à chacun, nous sur l'habitat intermédiaire, ce que vous appelez intermédiaire, c'est suivant les ressources en fait de la personne. Voilà, c'est ça la base de départ. C'est quelles sont les ressources de la personne et quels moyens il va pouvoir mettre finalement dans ses services accompagnés, ou alors qui les paye. Donc vous avez effectivement, nous au sein du groupe, avec Jacques Wolfram et le rapport sur l'habitat inclusif, trouver des réponses sur des petites structures qui se mettent en place. Alors moi, ma question au développement des projets, c'est qui vient peupler, pour qui on construit, parce que moi le projet que je fais dans 2 ans et demi sera livré. Donc on a quand même une vision un peu comme sur le futur, puisque moi j'ai en souvenir d'avoir fait une résidence intergénérationnelle sur une commune où finalement ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient personne dans les listes d'inscription de demandeurs de logement social. Donc on se retrouve avec des logements, une quote-part de logements pour seniors, dédiés à des seniors, et puis en fin de compte, personne qui vient remplir ces logements seniors. Donc il y a quand même une réponse à des besoins qui doivent être identifiés sur le territoire, notamment sur ces structures où on est en habitat collectif, puisque comme le disait Tiffaine tout à l'heure, nous sommes sur des services accompagnés à la personne qui sont pris en charge soit par le bailleur, soit par le département. Il y a des aides aujourd'hui, parce que c'est des ressources qui sont faibles et finalement nous notre partie pris, c'est de dire on va pas rajouter un budget pour ces personnes-là, donc il faut trouver des solutions où pour le locataire ça soit finalement transparent. Donc et c'est la grosse difficulté aujourd'hui de l'habitat senior, mais je pense que c'est pour tous les habitats, c'est les questions de financement. Il y a des choses qui ont été mises en place avec l'habitat inclusif et notamment cette prestation de compensation de handicap qu'on peut mutualiser et donc s'offrir les services de personnes qui viennent chez soi. Donc ça peut, mais ça veut dire qu'on a déjà un degré de dépendance important. Et pour les gens qui n'ont pas ce degré de dépendance-là, il y a peut-être aussi un travail à faire aussi des habitants avec les conseils généraux pour montrer aussi qu'ils sont, eux, handicapés. Parce que si vous voulez, il y a des aides qui se déclenchent du moment qu'on est reconnu handicapé. C'est tant qu'on n'est pas reconnu handicapé, il se passe rien. Donc, il y a peut-être aussi ces pistes-là, enfin, pour ma part à creuser. Et pour l'habitat social, finalement, aujourd'hui, on met en place, mais en concertation avec les communes, et puis on vérifie avant qu'il y ait bien quand même le public senior, parce que tout à chacun n'est pas forcément informé qui peut venir bénéficier de l'intergé en social. La personne âgée n'est pas forcément apte à comprendre qu'elle a le droit du logement social. Donc il y a toutes ces questions-là aussi, je pense, qui sont importantes. Bon, et sans publiciser la note qui est d'un intérêt relatif, mais qui a seulement le mérite de synthétiser, vous verrez aussi d'autres éléments, notamment ce qu'a évoqué Stéphanie plus en détail, par rapport à la diversité de cette offre intermédiaire, que ça soit effectivement de l'habitat inclusif, des résidences intergénérationnelles, des colocations solidaires, du béguinage, des résidences services seniors, des résidences autonomie. C'est effectivement un secteur comme tout ce qui touche à l'hébergement, puisque ça fait techniquement partie de l'hébergement à certains égards, notamment quand on parle des EHPAD, qui est assez mouvement. Donc hébergement, logement ordinaire, c'est une galaxie un peu complexe. Donc sans plus tarder, et je vais d'ailleurs faire une synthèse des deuxième et troisième parties dans un souci d'efficacité, je pense que maintenant ce qui pourrait être intéressant, c'est de réfléchir ensemble à des freins qui ont déjà été évoqués en partie, mais de bien les signaler et à la même occasion de signaler aussi les perspectives d'amélioration, de plaidoyer les expérimentations que vous pouvez porter.
Donc, si on revient donc sur la question du maintien à domicile et surtout de l'adaptation pour le maintien à domicile, moi, le chiffre que j'avais en tête qui me paraissait assez important, c'était le fait que pour le parc privé, les dernières études qui ont été faites révèlent qu'on a seulement 6% en fait de logements du parc privé qui sont adaptés. Et qu'au niveau aussi, on va dire, du parc social spécifiquement, ça date déjà d'il y a 5 ans, mais l'ANCOLS mettait aussi en garde, non pas les bailleurs sociaux, mais le secteur dans son ensemble, sur la nécessité de mieux prendre en compte la question du vieillissement et d'anticiper ça, sachant que sur le long terme, il y aurait sûrement un logement sur 2 qui serait potentiellement concerné par des enjeux d'accessibilité, d'adaptation. Donc moi, ce que je voulais savoir, et je vais vous poser la question ensemble, Anne Nissol et Stéphanie Béranger, c'est pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de logements du parc privé et du parc social qui sont adaptés à l'heure actuelle, et quels sont en fait les obstacles qui freinent le maintien à un domicile et l'adaptation tout particulièrement. Et du coup, aussi les perspectives d'amélioration. J'oubliais, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? On va faire vite, je crois, parce que le temps file. Déjà, je pense qu'il y a très peu de logements accessibles dans le parc global. Ça commence à se faire sur le parc HLM maintenant, mais à la base, le parc n'est pas conçu accessible, donc il est beaucoup plus compliqué à adapter lorsque le besoin s'en fait sentir. Je pense que c'est pas aussi dans notre façon de voir, c'est pas dans nos standards. Après, je pense que les artisans du bâtiment ne sont pas sensibilisés à l'adaptation. Certains se sensibilisent à l'accessibilité, mais donc à la règle, mais pas à l'adaptation. Et on voit des artisans labellisés accessibilité qui vont par exemple refuser de positionner une barre à la hauteur préconisée par l'ergothérapeute parce que réglementairement, l'accessibilité ne préconise pas comme ça. Donc, on voit qu'il y a un gros travail à faire auprès des artisans. Et puis, je pense aussi, c'est que les personnes ne vont pas anticiper quand elles font des travaux sur l'adaptation. Par exemple, des personnes qui ont à 50 ans, qui vont refaire leur salle de bain, ne vont pas anticiper souvent en mettant une douche. Alors, ça commence à se voir avec des personnes qui ont été sensibilisées par leurs parents, mais enfin, on n'a pas ces réflexes-là. Ouais, nous, de notre côté, finalement, c'est plus la personne qui fait remonter des informations dans le parc social pour qu'on adapte le logement à des handicaps particuliers, puisque pour chacun, c'est différent. Et donc, dans ce cadre-là, on fait un travail avec ergothérapeute pour que les modifications dans le logement, finalement, fassent suite à une vraie demande. C'est des petites choses, mais en fait, c'est pas le coût. Nous, c'est pris en charge. C'est surtout l'accompagnement, l'enquête publique qu'il faut faire, l'enquête sociale auprès des personnes. C'est ça qui prend du temps et qui n'est pour le coup pas, c'est gratuit, quoi. On s'est pas payé pour ça. C'est un accompagnement que les bailleurs doivent, à mon avis futur, mettre en place de façon beaucoup plus appuyée. Mais aujourd'hui, on a déjà cette logique-là quand on fait de l'accession sociale, PSLA, BRS, et qu'on accompagne des personnes qui achètent sur une durée de 5 ans. La commercialisation, finalement, elle se fait pas en une journée. C'est un peu la même chose là. Il faut qu'il y ait, à mon avis, un devoir de suivre finalement ces personnes vieillissantes. Pour que justement on puisse anticiper. Et donc ça mobilise des moyens humains complémentaires. Aujourd'hui, c'est les associations souvent ou les personnes vraiment sur le maintien à domicile qui font ce travail-là, et finalement pas tant que ça les bailleurs. Et voilà, il faudrait travailler ensemble, ça c'est une évidence. Alors, sur les obstacles, donc je compléterai en disant que il y a les personnes à faire les travaux d'adaptation, c'est que les personnes n'ont pas la connaissance, donc on l'a déjà dit tout à l'heure, des dispositifs Z. Ils ne savent pas à qui s'adresser. Après, ils savent pas à quoi choisir. On a vu quand ils sont démarchés, ils sentent que c'est pas forcément. Il y a beaucoup de démarchage téléphonique, même si c'est interdit, ça continue. Et on va leur proposer des choses, ils ont peur. Et puis aussi, il y a surtout le coût des accompagnements et des travaux. Donc là, on verra lorsqu'on aura les détails des dispositifs, l'impact que pourra avoir MaPrimeAdapt.
Mais déjà, on voit que les conditions d'éligibilité font que certains en seront exclus, ou en tout cas, par exemple, que l'accompagnement de l'ergothérapeute ne sera pas pris en compte financièrement pour la grande majorité d'entre eux. Donc ça fait partie des difficultés. Et les ergothérapeutes, il y a aussi une pénurie d'ergothérapeutes positionnés sur l'adaptation du logement. Voilà. Tu veux, Raphaël, que j'aille aussi sur les perspectives ou plus tard? On peut aller sur les perspectives, oui, et notamment, je sais que tu n'es pas forcément publicisé, mais le travail que vous faites à Soulias 77 avec la CNAV, mais pas que avec la CNAV, sur la notion de travail sur la fragilité, donc que ça soit notamment dans le contexte d'hospitalisation, et le remettre en contexte aussi avec les difficultés qu'on a parfois de sensibiliser en fait des seniors qui sont en forme, entre guillemets. Je pense que ça pourrait être intéressant de bien cibler les moments de fragilité pour bien choisir le moment où on adapte. Oui, voilà, parce qu'on constate que les personnes, en fait, il faut qu'elles soient devant une phase d'incapacité à faire pour se lancer, enfin de faire ce qu'elles ont à faire dans leur vie pour lancer des travaux. C'est très complexe de les faire réagir dans le cadre de la prévention et dans le cadre de l'anticipation, parce qu'ils sentent que ça stigmatise, qu'il y en a qui disent ça va porter malheur, et puis moi je vais bien. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des phases de difficultés qui peuvent être l'occasion justement d'entrer dans une démarche globale d'adaptation, même si parfois il faut y aller petit à petit. Alors, on a expérimenté avec la CNAV Île-de-France, donc en Seine-et-Marne, un dispositif sur la RDH qui est l'aide de retour à domicile après hospitalisation, qui est préconisée dans les structures hospitalières par les travailleurs sociaux. C'est une aide à la personne quand elle rentre chez elle, à voir quelqu'un, alors selon ses difficultés, pour lui faire le ménage, pour lui faire à manger, pour l'aider à sortir. Et donc, la CNAV nous a demandé, dans ce cadre-là, de réaliser systématiquement une évaluation ergothérapique, avec nos ergos. Il est apparu, donc on en a eu beaucoup à faire, puisqu'en plus il faut intervenir très vite, puisque c'est au moment où la personne rentre chez elle. Donc il y en a beaucoup, c'est assez complexe à organiser. Mais on a vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas pourquoi on y va, elles refusent quand même l'accompagnement. Et donc là maintenant, cette expérimentation va être beaucoup moins large et ne concerner que certains profils de personnes. Et donc ça nous permet d'aller au domicile, de discuter avec la personne, de voir être mise là le temps qu'elle retrouve ses capacités fonctionnelles, mais de voir plus loin et d'anticiper sur des travaux plus importants. La problématique du retour à domicile après hospitalisation est vraiment un problème, puisqu'il y a des personnes parfois les hôpitaux sont obligés de les garder ou de les envoyer en structure de soins de suite parce que le logement ne permet pas de les accueillir. Donc en Seine-et-Marne, on a un petit dispositif qui existe depuis une quinzaine d'années, que l'on a mis en place, qui est financé par la Caisse primaire d'assurance maladie, et qu'on réalise avec Initiative 77, qui est le chantier d'insertion du département. Et donc là, lorsque un ergothérapeute hospitalier a une personne qui doit sortir de l'hôpital, mais qui ne peut pas rentrer chez elle du fait de la non-adaptation de son logement, qui nous sollicite, et on a un délai d'1 mois avec le chantier d'insertion pour aller sur place, définir les travaux qui doivent être réalisés. Le chantier d'insertion les réalise. Donc ça concerne des personnes avec un plafond de ressources. Et donc on va réaliser les travaux, mais uniquement ce qui est indispensable pour permettre le retour à domicile. La prise en charge des travaux est faite déjà par le chantier d'insertion, puisque le coût de la main-d'œuvre est pris en charge par le département. Et le coût des matériaux, il y a 20% du reste à charge pour l'occupant, et le reste est financé donc par les financements qu'on a de la Caisse primaire d'assurance maladie. Voilà, c'est un type de dispositif pour essayer de répondre à une problématique. Je profite du fait que Patricia Perrin a eu la gentillesse de nous retrouver en cours de route pour nous donner quelques éléments aussi complémentaires de réponse à ce que Stéphanie a pu souligner tout à l'heure, notamment sur ce que vous envisagiez de mettre en place pour mieux identifier les besoins
d'adaptation et aussi essayer de flécher des logements. Après, je vous laisse la parole. Merci. Excusez-moi du retard, en l'occurrence. Oui, du coup, c'est plus, enfin, la question, c'est celle de l'identification, effectivement, des fragilités et d'être plus dans une politique, en tout cas, de stratégie patrimoniale pour Est Ensemble Habitat. Donc, effectivement, je représente Est Ensemble Habitat, bailleur de 26 000 logements qui est issu de la fusion de 4 OPH, Montreuil, Bagnolet, Bondy, Bobigny au 1er janvier 2024. Et donc, dans cette perspective-là, nous, l'idée, c'est effectivement de construire le logement de demain et partant de ce principe d'identifier à la fois les personnes qui ne sont pas nécessairement en demande, les secteurs, la cartographie des programmes qui présentent déjà un vieillissement prononcé, pour lesquels on émerge effectivement des besoins d'adaptation à terme. Et l'idée, c'est effectivement d'être dans une stratégie un peu programmatique et de trouver, en l'occurrence, un outil qui nous permette de rentrer dans cette stratégie de construire le logement adapté de demain. Donc là, c'est effectivement un des outils qu'on souhaiterait développer, bien entendu, en parallèle de la demande en diffus, qui est exponentielle, en tout cas pour ce qui nous concerne, et qui pose d'autres questions qui sont effectivement celles d'une production qui soit effectivement pas nécessairement stratégique par rapport au patrimoine et surtout qui vient se confronter aux problématiques d'occupation et notamment de sous-occupation dans des logements qui parfois ne sont pas accessibles. Voilà, dans la projection. Enfin, l'idée, c'est de se dire de construire un travail pour demain, pour essayer de projeter en tout cas du patrimoine adapté pour demain. Voilà. Est-ce que Stéphanie, vous vouliez rajouter d'autres éléments ou on passe aussi? Alors moi, je voulais juste rajouter une chose, c'est que on a une difficulté aussi dans le logement social, c'est qu'une personne qui est sous-occupe son logement, finalement, on peut lui proposer des solutions de relogement, voilà. Mais si la personne veut pas, bon, bah, elle restera. Donc il y a ça aussi, c'est qu'aujourd'hui on assiste quand même à des dans le parc social. Moi, j'ai essayé de faire un projet à Sevran, hein, et je pense que, enfin, toute l'Île-de-France est concernée. C'est que aujourd'hui, il y a des logements qui sont en état de sous-occupation, mais sur lesquels on peut pas faire bouger les gens parce que quand vous avez 85 ans, vous n'avez pas forcément envie de. Voilà, c'est un traumatisme, le déménagement. Madame le disait tout à l'heure. Donc, vous n'avez pas envie de partir de chez vous. Et c'est ça toute la difficulté, c'est de les amener vers un habitat adapté, peut-être au sein de la même résidence, pour que au moins ces courses, enfin les contacts soient les mêmes. Enfin, en tout cas, c'est une solution de proximité à travailler. Voilà. C'est exactement ce qu'on est en train de réaliser, c'est-à-dire en fait sur du patrimoine qu'on appelle cible. C'est de créer des logements. Là, on a deux pièces qui se sont libérées, donc on les cible, on les oriente sur. Donc, au moment de la libération du logement, on refait complètement un neuf le logement, on l'adapte, on fait passer un ergothérapeute avec un cahier des charges type. Et en l'occurrence, on a la chance d'avoir un personnel de proximité qui connaît très très bien les locataires, et on va faire effectivement de la proposition dans la même tour, en l'occurrence en centre-ville de Montreuil, au pied de tous les commerces, pour tenter effectivement de faire ces mobilités-là. Après, bien sûr, ça a toutes ses limites et que là, on a vraiment conscience également qu'on ne vient pas bousculer une vie comme ça. Mais c'est quand je dis de demain, c'est que je me dis, il y a quand même une génération là qui ne s'est pas vraiment projetée. Voilà, j'entendais Madame Nissoli de Solia qui parlait de la CNAV. L'idée, c'est aussi peut-être aussi nous de travailler peut-être en amont sur la projection de nos locataires, c'est-à-dire à un moment donné, cette sous-occupation-là, parfois, elle intervient avant 60 ans. Il y a le moment de la retraite aussi, hein, c'est de se dire, c'est aussi un changement de vie et d'essayer de construire quelque chose qui soit pour, je dirais, les locataires de demain qui vont, parce qu'aujourd'hui, très clairement, c'est vrai que il y a des adaptations qu'on ne fait pas avec de la sous-occupation. Pour autant, on propose des aides techniques. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, de toute façon, on a tellement de demandes qu'on est obligé de prioriser quelque part et on a bien conscience qu'on ne répond pas à tous les besoins. Cependant, c'est en tout cas d'essayer d'anticiper au mieux par à la fois de la stratégie patrimoniale, mais aussi d'accompagnement, peut-être au moment de la retraite, d'introduire cette question de la projection. Parce qu'un grand logement, c'est un logement cher aussi, hein. Donc, à un moment donné, on a
on atteint aussi certaines limites sur des grands logements où on a des taux d'effort incroyables, et quand on sait qu'il y a des besoins ensuite d'accompagnement, de services, etc. Voilà, il y a aussi ces questions-là qui peuvent se poser sur certains territoires par rapport à vivre dans un grand logement situé aussi à des étages supérieurs sans ascenseur. Je me permets de rebondir parce que c'est tout à fait vrai et intéressant à la fois, Madame Perrin et Madame Béranger, ce que vous dites. Nous, on rencontre beaucoup ce cas de sous-occupation des logements, et on se rend compte qu'il y a quand même des solutions en mettant en place un accompagnement de proximité, en tissant vraiment un lien de confiance avec les locataires, qu'il y a des leviers pour venir lever les différents freins. Parce que les freins sont de différentes natures. Alors, il y a souvent quand même un point financier où les gens se disent « j'ai pas spécialement intérêt à aller dans quelque chose de plus petit qui finalement va me coûter ». Et après, il y a les freins qui sont d'ordre vraiment physique, la contrainte physique de la personne qui va pas forcément pouvoir gérer son déménagement en autonomie, et les freins psychologiques et émotionnels qu'on, jusque-là, on a quand même pas mal laissé de côté. Et en fait, en venant faire un travail vraiment global avec les locataires, il y a vraiment des solutions qui permettent de les amener avec le temps nécessaire vers des solutions plus adaptées. Et ils ont conscience que c'est aussi pour eux et pas simplement pour libérer un T5 qui va servir à une famille. Donc, je pense qu'il y a quand même des choses qu'on peut faire sur le sujet. Oui, oui. Et notamment, pardon. Non, allez-y. Juste sur l'accompagnement économique, alors nous on a une politique de loyer aussi à la relocation où on maintient le prix au mètre carré c'est vraiment très variable selon voilà, donc du coup on essaye déjà dans cet accompagnement économique qui est de maintenir le prix du loyer au mètre carré du logement quitté. Donc là pour le coup effectivement on perd de la surface, donc on perd du loyer, et que voilà, on a nécessairement un gain en tout cas économique. Après sur l'accompagnement de proximité, on en est persuadé. C'est parce qu'on a, en l'occurrence, du personnel qui, alors là, pour ce dont je parle, là, on a vraiment une gardienne qui connaît depuis des années. Donc là, pour nous, c'est très facilitateur. On a quand même des chargés d'attribution qu'on dit spécifiques qui accompagnent les locataires, et on a une chargée de mission adaptabilité qui, elle, en l'occurrence, suit refuse d'adaptation, propose de la technique avec les ergothérapeutes, et travaille justement à ce moment-là à essayer d'ouvrir des portes, voilà, plus ou moins, mais en tout cas, je vous rejoins, et c'est justement parce qu'on arrive à projeter quelque chose parfois avec les aidants, avec les enfants. Souvent, les enfants ont bien conscience que ça serait bien mieux si leurs parents étaient dans un logement plus adapté. Donc, on y arrive, c'est de la dentelle, mais c'est vrai que par rapport au volume, c'est compliqué. Alors, en complément, je dirais que les Solia, et nous, enfin en Seine-et-Marne, on le fait beaucoup. Justement, on travaille avec des bailleurs sur ces thématiques-là, des bailleurs HLM, pour accompagner les personnes sur l'adaptation. Alors, ça peut être l'ergothérapeute, ça peut être le volet technique, mais ça peut être aussi nos travailleurs sociaux. En fait, comme on a tous les métiers en notre sein, ça nous permet d'adapter nos réponses. On peut faire aussi des sensibilisations, des mises en situation pour les bailleurs sociaux, pour que les personnes des services prennent conscience des difficultés dans un logement, parce que c'est vrai que souvent, tant qu'on l'a pas vécu, qu'on n'y est pas confronté, on n'imagine pas les souffrances que ça peut être. Des sensibilisations auprès des gardiens, justement, puisque c'est des relais super importants chez vous. Et c'est vrai que tous les bailleurs n'ont pas forcément la capacité à avoir toutes ces compétences sur leur territoire. Mais donc, nous, on le fait pour des bailleurs. Justement, on essaie d'adapter selon la politique qu'ils veulent mettre en place. Bon, je suis malheureusement obligé… Un point, Raphaël, pardon. Je crois qu'il y a une chose essentielle. Quand il y a de la proximité, c'est beaucoup plus facile. On voit bien quand les habitants sont dans un HLM ou qu'il y a des organismes qui sont à proximité des besoins, ça fonctionne. Il y a énormément de gens, et je reviens sur ce sur quoi nous travaillons, vraiment la prévention primaire. La plupart des gens ne savent pas, ou malheureusement prennent conscience relativement tard de quel est le besoin pour la personne à aider ou pour eux-mêmes en tant que proche aidant. Voilà, vous me faites une transition parfaite. Je suis désolé d'interrompre ce débat parce que c'était intéressant que ça soit un échange plus croisé et moins linéaire. Mais donc, du coup, là, pour rebondir sur la question justement de ce que vous disiez, Monsieur Schoen, sur la méconnaissance, je vais pas citer énormément de chiffres, mais bon, il y a une étude de 2014 de l'adresse sur le non-recours qui reste une problématique réelle pour la mobilisation de l'aide pour l'autonomie. Et il y a aussi un autre chiffre qui me paraissait important pour mettre les bases sur les difficultés qu'on a à mobiliser des aides et donner conscience qu'elles existent, mais aussi à accompagner les proches aidants.
c'est le baromètre 2022 du Club Landois, qui disent que seulement 37% des aidants considèrent que leur situation est suffisamment reconnue par la société. Donc ça, c'est quand même un chiffre qui est assez préoccupant et qui correspond à une certaine réalité. Donc moi, les questions que j'allais vous poser et aussi du coup les propositions que vous avez avec Simone, c'est aussi les insuffisances qu'il y a aujourd'hui. Pour vous, qu'est-ce qui manque encore et toujours? Les difficultés que rencontrent les proches aidants et au bout du compte, comment est-ce qu'on fait pour y remédier pour avoir un meilleur accès aux droits des seniors et des aidants? Alors, il y a un point vraiment primordial qu'on a déjà abordé. Pour nous, il manque beaucoup d'informations. Les informations, alors il y en a plein de toute nature sur différents supports, mais les gens peinent à les trouver. Donc, il y a plein d'initiatives, notamment à travers des plateformes maillage sur les différents territoires qui essaient de rendre plus facile cet accès à l'information. Mais déjà, il y a, selon nous, un vrai manque autour de ça. Et donc, une grosse nécessité de faire de la sensibilisation à travers des ateliers ou autres sur apporter de la matière et de l'information sur les différentes options possibles. Et après, nous, on est convaincus qu'il faut également de nouveaux services qui vont vraiment venir coordonner et être un support précieux pour les aidants qui sont aussi pris dans leur quotidien, émotionnellement engagés dans les projets de leurs proches, et donc c'est pas évident. Et souvent, le retour qu'on a des familles qu'on accompagne, c'est que c'est précieux d'avoir quelqu'un de confiance sur qui réellement s'appuyer. Je compléterai en disant ce qui est important pour moi, c'est que l'information ne soit pas que descendante, et c'est pas une critique, mais c'est surtout ce qui arrive. Comment imaginer que l'information soit montante? C'est-à-dire comment est-ce qu'une personne doit prendre conscience que non seulement elle a un besoin, mais en plus, parce que je pense que tout le monde sera d'accord, il y a des solutions, mais qu'elle sache, si vous voulez, où, quand, comment trouver la solution pour lui ou la personne qui l'aide. Et j'allais justement compléter ce que vous venez de dire en disant que l'objectif, c'est aussi que ça soit des interactions et pas seulement une information descendante. Et pour ça, il faut interroger en fait le bénéficiaire. Parce qu'on a tendance à penser aussi des fois pour lui et pas forcément l'interroger sur ses besoins, sa manière de vivre, ses envies. Et on le projette dans quelque chose où lui-même ne se projette pas forcément. Donc forcément, le service n'est pas adapté aux bénéficiaires, mais plus à l'entourage. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire sur ça, d'interrogation des besoins pour faire remonter en fait de l'information. Ok, ça touche deux petites sous-questions que je n'avais pas précisées, mais qui me paraissent importantes. C'est aidant, aider, qui est-ce qu'on touche et comment est-ce qu'on articule la communication. Et aller vers proximité ou Internet, quelles sont les formes d'articulation qu'on a dans la sensibilisation, sachant notamment qu'il y a une question de visibilisation des dispositifs dans un premier temps. Si j'avais la solution, notre projet se développerait plus vite et mieux. Je pense qu'on sera tous d'accord. C'est relativement complexe. Excusez-moi, je reviens le fait d'être médecin. La prévention primaire dans la santé, si vous voulez, ça fait 50 ans qu'on en parle. C'est toujours aussi peu développé. Donc, oui, vous posez la bonne question. C'est en effet d'imaginer, si vous voulez, alors le digital a l'avantage maintenant d'être de plus en plus utilisé. Quand moi j'ai démarré mon projet européen, il y a 40% des personnes de plus de 60 ans qui n'avaient pas ou qui n'utilisaient pas Internet, etc. Ouais, mais alors du coup, mais bon, je rebondirai pas plus qu'il faut finir, mais j'évoque quand même la question que du coup, qui dit numérique dit non fracture numérique, donc du coup dit aidant comme porte d'entrée initiale, avec des enjeux déontologiques majeurs sur justement comment est-ce qu'on évite de trop le responsabiliser, de bien prendre en question la parole aidée, etc., etc. En tout cas, c'est des portes de réflexion qui s'ouvriront et qu'on traitera. Et donc du coup, pour finir, par contre, ça serait du coup l'habitat intermédiaire dans sa diversité. On a déjà certains éléments qui ont pu être évoqués, mais c'était quand même le cœur de l'étude de la FIL. Moi, ce que je voulais juste comme donner comme élément, qui est aussi un chiffre d'espoir, mais aussi qui montre qu'il y a encore du chemin qui peut être fait. Alors, c'était, attendez-moi, que je retrouve la donnée concrète. C'était, oui, les dernières informations nationales qui sont données. C'était Olivier Klein qui annonçait en 2022 18 000 places en habitat inclusif. À titre de comparaison, dans les établissements, dans les institutions, dans leur globalité, quel que soit le girage, donc c'est pas forcément en concurrence, mais on a 728 000 personnes qui vivent en institution, parmi lesquelles 123 000 personnes qui ont un GIR 5 et 6, donc qui techniquement seraient éligibles justement à de l'habitat intermédiaire, de l'habitat inclusif et compagnie. Donc on remet 18 000 par rapport à 123 000
Pour vous, quelles sont les perspectives, quels sont les freins dans le déploiement de l'habitat inclusif, tout particulièrement, ou des résidences intergénérationnelles? Et en fait, qu'est-ce qu'on fait pour lever ces freins, justement? Je vais prendre la parole très rapidement pour pas empiéter davantage sur le timing, mais Stéphanie l'évoquait tout à l'heure. En fait, le frein principal aujourd'hui, c'est le modèle économique de l'habitat inclusif, puisque je le précisais tout à l'heure, il y a un cadre réglementaire et un financement aujourd'hui via les départements et la CNSA. Pour autant, le retour d'expérience des associations porteuses de projets d'habitat inclusif en Île-de-France, elles font état de financements qui sont pas suffisants pour la vie sociale et partagée. Et par ailleurs, pour les résidences intergénérationnelles, aujourd'hui, il n'y a pas de modèle économique, il n'y a pas de financement. Donc, c'est souvent sur les fonds propres des bailleurs qui sont par ailleurs soumis à d'autres contraintes. Et donc, ça, c'est vraiment le frein principal. Par ailleurs, par rapport aux difficultés qui avaient été évoquées par Stéphanie tout à l'heure, c'est vrai que le fait que aujourd'hui il y a des difficultés à orienter les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées vers ces projets, c'est un frein quand même aussi très important. On voit qu'il y a un besoin, tu citais le nombre de personnes qui pourraient aller vers ces projets, et pour autant, dans le dernier maillon de la chaîne, on voit qu'il y a un problème au niveau des orientations. Donc il y a un vrai enjeu, en tout cas dans le parc social, à sensibiliser les réservataires pour qu'ils puissent avoir des orientations de personnes âgées et ou en situation de handicap et qui sont éligibles au parc social et qui puissent accéder à ces projets. Et peut-être une dernière chose pour rebondir aussi par rapport aux différents échanges, l'habitat inclusif ou les résidences intergénérationnelles peuvent se développer dans du bâti existant. Donc, par exemple, dans des résidences gérées par des bailleurs, la condition étant de pouvoir mettre à disposition un espace commun au sein de la résidence ou à proximité. Donc, c'est pas forcément que pour des projets neufs, c'est aussi pour du bâti existant, sachant les enjeux de foncier en Île-de-France, de captation de foncier, c'est quand même important de le préciser. Ouais. Peut-être. Ah oui, pardon. Oui, pardon, Patricia. Mais je voyais justement, enfin, je rebondissais sur la dernière, c'est sur l'existant, c'est-à-dire que c'est vrai que le foncier, enfin, avec un objectif de production de 150 logements par an sur notre territoire d'Est Ensemble, c'est compliqué d'aller et vous avez bien entendu parler du financement, mais du coup l'enjeu, en tout cas nous, ce qu'on essaie de construire, c'est effectivement aussi de créer de l'habitat inclusif dans de l'existant. Et c'est parce qu'on a des logements des programmes qui se spécialisent. On a des tours, nous, qui se spécialisent naturellement parce que c'est une superposition d'F2, F3 en centre-ville, très bien situé avec tous les commerces en bas, et qu'effectivement donc on profite là en l'occurrence, on a un projet, on profite de l'opportunité d'une réhabilitation pour aller tenter, avec un accompagnement effectivement de faire de l'habitat inclusif, et un autre projet sur Bagnolet où on va répondre normalement avec le CCS de Bagnolet à l'appel à projet. Mais l'idée, en tout cas, c'est effectivement de l'inscrire, en tout cas, pour l'instant, même si on a un projet neuf, et vous avez parlé du modèle économique, mais en l'occurrence, c'est tenter de l'inscrire par cette stratégie patrimoniale au moment des réhabilitations, d'aller créer cet habitat inclusif dans le diffus, à une échelle qui nous paraît effectivement raisonnable aussi, mais pas nécessairement, on va dire, dans identifié. Mais c'est vrai que ça, du coup, c'est un peu notre stratégie aussi pour développer ça. Bon, peut-être, je pense pas qu'on aura beaucoup de temps pour les questions, malheureusement, parce qu'on a déjà bien empiété. Ça sera plus une question d'ouverture qu'une question sur laquelle on pourra rebondir, ce qui est paradoxal, mais je pense que ce qui serait aussi intéressant pour nous toutes et tous serait de réfléchir à, du coup, comment est-ce qu'on travaille ensemble sur chacune de ces briques et les synergies, en fait, qui peuvent exister à chacune de ces étapes. Donc, je sais pas, peut-être Stéphane et Pierre, je vous laisse la main pour saisir d'éventuelles questions, même si je pense qu'elles auraient été exprimées par le chat. Donc, je vous laisse en tout cas conclure. Écoutez, merci à tous pour ce très riche échange. Je pense que l'ensemble des participants ont pu apprécier la profondeur des discussions qu'on a pu avoir pendant cette grosse heure, 7h15.
Je tenais donc à tous vous remercier, aussi bien intervenants que participants, pour nous avoir rejoints sur ce webinaire. Et avant de vous souhaiter un très bon appétit, peut-être laisser le mot de la fin à Stéphane Fournier, qui est quelque part l'hôte de notre webinaire en tant que directeur de CFHF. Merci Pierre. Pour conclure, je souhaitais également remercier l'ensemble des intervenants et des personnes qui étaient présentes pour écouter. Moi, à titre personnel, j'ai beaucoup appris au travers de la note de tendance qu'a coordonnée Raphaël, et vraiment, c'est ce que je disais en introduction sur la note de tendance, où il y a une vraie fierté pour construire au futur, habiter le futur, d'avoir coordonné avec Cap Digital cette note de tendance, et une vraie fierté sur le résultat qui a abouti, auquel vous avez toutes et tous contribué. Un grand merci à Raphaël pour la coordination et l'ensemble du travail. Le webinaire a été à la hauteur de la note de tendance, passionnant. Merci beaucoup, et j'espère que au travers de ce webinaire, dont on mettra à disposition le replay prochainement, à la fois sur les chaînes de Cap Digital et de Construire au futur, nous vous mettrons à disposition l'ensemble des liens, et j'espère qu'on pourra faire rayonner les sujets que vous portez, qui sont des vraiment beaux sujets d'accompagnement, parce que à terme, c'est tous vers là où nous allons aller, c'est-à-dire la vieillesse et la prise en compte de ça dans nos vies, à la fois pour nos proches, mais également pour nous-mêmes. En tout cas, merci beaucoup de cette contribution, et j'espère que ce sera une première pierre, et que Construire au futur pourra se projeter encore davantage sur ces sujets. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir, merci. Merci. Au revoir.